Le cycle de multiplication de ces virus, donc ce sont des virus qui se multiplient en intranucléaire dans le noyau. Donc ils pénètrent dans la cellule. Ensuite, on a une décapsidation. Décapsidation, c'est-à-dire que, enfin, ils pénètrent dans la cellule. La capside, elle est libérée. Ensuite, elle pénètre au niveau du noyau à travers les pores nucléaires. L'ADN parental, il est là, il va être lu. Et la particularité de la réplication virale des herpès viridés, c'est qu'on va avoir une lecture, une transcription, puis une traduction en cascade. Il existe sur l'ADN parental des gènes qu'on va appeler les gènes alpha, qui sont les gènes très précoces, des gènes bêta qu'on va appeler les gènes bêta, une autre série de gènes qui sont les gènes bêta qui codent pour des protéines précoces et tardives. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'ADN parental va être transcrit en ARN alpha, ARN bêta et ARN gamma. Il se trouve que donc l'ARN alpha va être traduit en protéines alpha. Ces protéines alpha vont induire la synthèse des ARN bêta et inhiber celle des ARN alpha. Donc, c'est un feedback négatif. Ensuite, les protéines de l'ARN bêta traduit en protéines bêta, il va induire la synthèse des protéines gamma et inhiber la synthèse des protéines des ARN messagers bêta. On appelle ça la synthèse ou une lecture en cascade. Ensuite, on va avoir les protéines gamma qui sont en fait les protéines gamma, c'est les protéines de structure du virus qui va bourgeonner ensuite à travers la cellule. Il va se libérer de la cellule par bourgeonnement. Donc, les différents genres, on va commencer bien sûr par la sous-famille alpha et les herpès simplex virus. Il existe pour les herpès simplex virus, l'HSV, deux sérotypes qui infectent l'homme. On a l'HSV1 et l'HSV2. Donc l'homme est le seul réservoir du virus. La primo-infection, le seul réservoir du virus. La primo-infection à HSV1 survient avant l'âge de 15 ans, habituellement silencieuse, parfois avec des manifestations oropharyngées, c'est-à-dire on peut avoir une simple angine, des gingivostomatites, des pharyngites, des lésions cutanées. Donc l'HSV1, il est responsable du bouton de fièvre, الحمى بالعربية. La primo-infection à HSV2 survient plus tardivement à l'âge des premiers rapports sexuels, souvent inapparente. Elle peut se manifester par des infections génitales aiguës, type adénopathie inguinale et lésions vésiculeuses. Donc, on reprend. Le HSV1 est responsable, et, suite à la primo-infection par le HSV1, elle survient très tôt pendant l'enfance, avant l'âge de 15 ans, généralement elle va se manifester par des oropharyngites, des gingivostomatites, donc c'est pas spécifique du tout. Ensuite, il va être resté en latence et on va avoir des réactivations. À chaque fois qu'on a une réactivation, on a ce qu'on appelle un bouton de fièvre normalement. La primo-infection HSV2, c'est l'herpès génital. Donc la primo-infection, elle survient avec les premiers rapports sexuels. Donc c'est une infection qui est sexuellement transmissible. Et voilà, donc elle peut se manifester par une infection génitale, lésions vésiculaires, etc. Après la phase de multiplication du virus au site périphérique, donc suite à la primo-infection, des muqueuses oropharyngées et oculaires pour le HSV2, V1, génitales pour le HSV2, le virus est acheminé le long de l'axone jusqu'au corps de l'axone, ganglion trigémaux pour HSV1 et sacré pour le HSV2, où va s'établir la latence. Sous l'action de divers stimuli, les réactivations de l'infection avec multiplication et sécrétion virale donnent des symptômes plus ou moins marqués en fonction du statut immunitaire du patient. En plus de ces réactivations, des réinfections ont été mises en évidence. Donc, on va avoir après la primo-infection, HSV1 euh, au niveau buccal, HSV2 au niveau génital. Le virus va établir une latence. Dès qu'il y a un stimuli, il va se réactiver et les réactivations vont être chez le sujet, bien sûr, immunocompétent. Donc, pour le HSV1, on va avoir le fameux bouton de fièvre. Pour le HSV2, on peut avoir des vésicules au niveau génital. Des infections plus graves peuvent être dues à HSV1,
par exemple, encéphalite herpétique ou infection oculaire. D'accord? Donc, pour le HSV1, normalement, c'est une infection bénigne. En fonction du statut immunitaire du patient, on peut avoir des infections plus graves, type encéphalite herpétique, une encéphalite, une infection du système nerveux central, ou bien des infections oculaires. Voilà. L'infection néonatale, elle, par contre, elle est redoutable et elle est transmise lors de l'accouchement, majoritairement après une primo-infection maternelle et plus rarement lors de réactivation du HSV2, le plus souvent en cause, bien sûr. Donc, pour l'infection néonatale, elle survient chez le nouveau-né et il se contamine au moment de l'accouchement, lors du passage dans la filière génitale maternelle. Mais quand est-ce qu'elle est vraiment redoutable? Lorsque l'infection maternelle est une primo-infection. Donc, la mère n'a pas eu le temps de synthétiser des anticorps et de les transmettre au nouveau-né, au fœtus. Donc, lorsque c'est une primo-infection maternelle, l'infection néonatale, elle est redoutable, elle est grave, avec des conséquences graves. Bien sûr, elle est fréquemment due à HSV2, puisque c'est le virus à localisation génitale. Pour le diagnostic, donc le diagnostic, les prélèvements, on va voir les lésions cutanéo-muqueuses, le liquide céphalorachidien en cas d'encéphalite, les échantillonnages dans le cas des nouveau-nés. Donc, pour le nouveau-né, on va prélever le virus au niveau de la gorge, du nez, des yeux, parce qu'en fait, le nouveau-né, il va faire une infection généralisée. Le diagnostic direct, ça va être par culture cellulaire, qui est la technique de référence. On va avoir apparition d'un effet cytopathique qui va être présent dans les 24-48 heures. Donc, les techniques de culture cellulaire, normalement, c'est des techniques connues et que vous allez revoir au cours du cours sur le diagnostic virologique. Voilà. Et l'effet cytopathique, il est présent dans l'effet cytopathique, c'est l'effet du virus sur la culture cellulaire. La recherche d'antigènes pour HSV1, pour le herpès simplex, peut se faire par différentes techniques que vous allez voir pendant le cours de diagnostic virologique. La biologie moléculaire permet la détection du génome viral. En fait, c'est la technique la plus utilisée. La PCR, la biologie moléculaire. Le diagnostic indirect, donc ils peuvent être titrés des anticorps dans le LCR ou dans le sérum, mais il existe des réactions croisées entre le HSV1 et le HSV2, entre les deux types de herpès simplex. D'autres techniques qui peuvent être utilisées, la synthèse de l'interféron alpha est un marqueur présomptif de l'encéphalite herpétique. En fait, le diagnostic biologique, il intéresse les formes graves. Parce que sinon, pour les formes limitées et localisées, leur symptomatologie, elle est très évocatrice. Elle peut nous permettre de poser le diagnostic étiologique. Prévention et traitement, il n'existe pas de vaccin anti-HSV. Les anti-herpétiques ont été les premiers succès des antiviraux. Donc, ce sont des analogues nucléotidiques aux effets liés à deux enzymes virales, à la thymidine kinase et l'ADN polymérase. Donc, il existe un traitement antiviral. Un antiviral, ce sont des analogues nucléotidiques. Exemple, on a l'aciclovir. Donc, traitement antiviral, anti-HSV, c'est l'aciclovir. Donc, voilà. Si vous avez des questions, posez-les, s'il vous plaît. Si vous avez des messages, voilà. On passe au deuxième virus, le VZV, le virus de la varicelle et du zona. Donc, c'est un virus strictement humain, neurodermotrope. La varicelle est une maladie très contagieuse, comme vous connaissez. Il est neurodermotrope. Neurodermotrope, donc le tropisme TAO, il est pour l'organe qui va infecter, c'est la peau. La contagiosité commence, point très important, quelques jours avant l'apparition des lésions et dure jusqu'à la cicatrisation complète des lésions cutanées. Voilà, donc point très important. Vous allez avoir affaire à ce problème lors de votre vie quotidienne pour les futures mamans et les futurs papas. Donc, le virus de la varicelle et du zona, il est contagieux quelques jours avant l'apparition des boutons. 90% des adultes sont immunisés, possèdent des anticorps contre la varicelle. Cela veut dire que c'est une infection à large diffusion lors de la petite enfance. Le virus se réplique dans les cellules oropharyngées, donc on va se contaminer par voie respiratoire. Il va se répliquer dans les cellules oropharyngées au niveau de l'oropharynx.
Il gagne les cellules du système réticulo-endothélial. Une virémie dissémine le virus aux cellules épithéliales. Le virus gagne les ganglions sensitifs par voie hématogène ou nerveuse, où il demeure latent jusqu'à une réactivation possible lors d'une baisse immunitaire et va donner le zona qui survient préférentiellement après l'âge de 50 ans. Donc, pour le virus de la varicelle et du zona, la primo-infection, ça va être la varicelle. La réactivation va être le zona. D'accord. Donc, le zona, généralement, il survient après l'âge de 50 ans et il prédit une baisse du système immunitaire. La latence s'effectue au niveau des ganglions sensitifs. Donc, vous avez cette image illustre bien euh, la physiopathologie du virus VZV. Donc, vous avez après, voilà, je préfère, attendez. Donc là, c'est la primo-infection. On va avoir différents types de boutons, varicelle, et on va avoir la réactivation. Après une latence, on va avoir une réactivation sous forme de zona. Le diagnostic biologique est avant tout clinique, tant les lésions sont caractéristiques. Donc, tant que les lésions sont caractéristiques, il est clinique. Cependant, l'aide du laboratoire est essentielle chez les patients immunodéprimés pour lesquels on va avoir des formes graves. Exemple, écovionnage des lésions liquides vésiculaires. Les prélèvements vont être ceux-là. Le diagnostic direct se fait par mise en évidence d'un ECP, également par culture cellulaire qui apparaît en 2 à 7 jours, avec identification à l'aide d'anticorps monoclonaux. La recherche des antigènes du VZV sur les lésions cutanées ou les biopsies à l'aide d'anticorps monoclonaux par immunofluorescence ou immunoperoxydase. Et la PCR, bien sûr, reste le code standard pour le diagnostic. Le diagnostic indirect, il est intéressant. Donc, c'est les IgM, on parle de la recherche des IgM anti-VZV qui apparaissent au cours du zona et permettent de confirmer également l'infection fœtale. Dans le cas où une femme fait une primo-infection à VZV pendant la grossesse, le passage du virus vers le nouveau-né, on va avoir chez ce nouveau-né des IgM anti-VZV. La prévention et traitement, donc administration d'immunoglobulines aux patients réceptifs à risque de forme grave ayant été en contact avec un patient atteint de varicelle. Il existe des vaccins vivants atténués, le traitement des formes graves par la cyclovir. Donc pour le VZV, vous retenez, je ne retrouve plus, pour le VZV, vous retenez, donc Zoom, je ne vous retrouve plus. Okay. Je crois qu'on a été coupé. Oui, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. On reprend. On a été coupé. On reprend. Donc, pour le VZV, le virus de la varicelle et du zona, on a bientôt terminé. Donc, juste pour le VZV qui est très important, c'est un virus qui est contagieux et la contagiosité, elle se fait quelques jours avant l'apparition des symptômes. Avant l'apparition des symptômes, il est transmissible de la mère, de la femme enceinte au fœtus lorsque l'infection, lorsque c'est une primo-infection maternelle pendant la grossesse,
il est dangereux dans ce cas-là, chez le nouveau-né. Il y a un risque grave de varicelle néonatale, qui est une forme très très grave. Donc, la contagiosité, c'est lorsque la varicelle maternelle survient en périnatal. En périnatal. Voilà. Le traitement, donc, on va traiter les formes graves. Le virus de la varicelle et du zona est très dangereux chez les sujets immunodéprimés, notamment les enfants dans les unités d'oncologie. Donc, les enfants non réceptifs doivent être vaccinés. Le personnel de santé qui n'est pas immunisé contre le VZV et qui risque de faire une forme de, voilà, et qui risque de faire une forme grave, pardon, qui risque de faire une varicelle pendant son exercice, vu qu'il sera en contact avec des enfants en unité, doit être vacciné. On passe à un nouveau virus qui est le CMV, le cytomégalovirus. Donc le cytomégalovirus humain, responsable d'infections passant le plus souvent inaperçues. Oui. Inaperçu, son caractère pathogène survient surtout chez les patients dont les défenses immunitaires sont faibles. La primo-infection à cytomégalovirus, elle est dangereuse chez la femme enceinte. Elle peut provoquer des lésions fœtales. L'homme est le seul réservoir. Il se transmet par la salive, le sang, le sperme, les larmes, le lait maternel, sécrétion vaginale et du col de l'utérus. Le CMV donc, est responsable d'une infection qu'on appelle la mononucléose infectieuse. C'est comme une angine, donc c'est une infection non spécifique du tout de ce virus. La femme enceinte, ça reste toujours très dangereux pour la femme enceinte. La primo-infection survient lorsqu'elle survient chez la femme enceinte et chez les sujets hautement immunodéprimés. Donc, on redoute beaucoup le CMV chez les sujets. On redoute énormément le CMV chez les patients, chez les patients transplantés et donc sous immunosuppresseurs. Le BV, pour finir, parce que on vient de me signaler que je manque de temps, le BV, le Epstein-Barr virus, il cause de nombreuses maladies, dont la mononucléose infectieuse, mais surtout, il est dangereux donc dans le lymphome de Burkitt. Le réservoir de l'EBV est strictement humain. Il est transmis par la salive. Il se multiplie dans les cellules de l'oropharynx au niveau des lymphocytes B et le génome subsiste sous forme épisomale pendant la phase de latence. Lors de la latence, des gènes sont exprimés afin d'assurer le maintien de l'état d'immortalité cellulaire. Le BV est responsable de transformation cellulaire maligne. Donc le BV, l'Epstein-Barr virus, est un virus considéré comme oncogène, responsable de cancer. Bien sûr, toute la 95% de la population est immunisée contre le BV à l'âge de 5 ans. Donc c'est une infection qui sévit beaucoup, mais pas toutes les personnes vont faire des cancers. Donc il est associé au cancer du nasopharynx et au lymphome de Burkitt. Il est associé au cancer du nasopharynx et au lymphome de Burkitt. Donc, toutes les personnes ne seront pas réceptives à ce cancer. Donc, il y a d'autres facteurs environnementaux, génétiques qui vont favoriser ou non le développement de ces formes malignes, de ces transformations cellulaires malignes. Voilà. Contrôle de la réunion. J'arrive pas. On a un souci avec. C'est quoi ça? Voilà, donc c'était tout pour le cours sur, le, sur les herpès viridés. Si vous avez des questions, posez-les. Oui, oui, je vois que la caméra est ouverte, est fonctionnelle.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, on vient de terminer notre cours. Posez vos questions, s'il vous plaît. Alhamdoulilah. Donc, un cadre de lecture pour le virus. Donc, on a le génome d'Anna. Le génome, il va être transcrit en ARN messager. Et cet ARN messager va être traduit par les, par les ribosomes de la cellule. Donc, le virus, il va ramener son matériel génétique. Ensuite, il sera traité par la machinerie cellulaire. Donc, dans le génome viral, on peut avoir, par exemple, dans le génome viral, on a par exemple une série de nucléotides. Cette série de nucléotides code pour une protéine. Ça, c'est un cadre de lecture. Pour les virus des herpès viridés, c'est qu'on a uniquement deux cadres de lecture. On a un cadre de lecture lent et un cadre de lecture qui est plus court. Donc, le cadre de lecture lent, il va être transcrit en un seul ARN messager. Dans ce cadre de lecture, il n'y a pas de codon stop à l'intérieur. Donc, il va être transcrit entièrement en un seul ARN messager. Cet ARN messager va être directement lu par les polyprotéines, par les ribosomes pour donner une polyprotéine. Donc, le cadre de lecture, à l'intérieur de ce cadre de lecture, on a une succession de nucléotides donc qui vont constituer des codons et on n'a pas de codon stop dans un cadre de lecture. Si vous voulez, un cadre de lecture, il est limité par des codons stop. Donc, pour les ARN messagers et pour les herpès viridés, on a le cadre de lecture. Lorsqu'on arrive au niveau des terminal repeat, des régions terminal repeat, des séquences inversées répétées, là, la lecture va s'arrêter. Donc, le cadre de lecture, il commence de la partie, il commence à partir des terminal repeat des extrémités vers les internal terminal repeat. Il est flanqué, donc il est entouré des deux côtés par des séquences inversées qui vont arrêter la lecture. D'accord? J'espère que vous avez compris. Là, tout ça, c'est un cadre de lecture. Et ici, c'est les séquences inversées répétées. Donc, il va y avoir une transcription en ARN messager, on va avoir un ARN messager qui va être transcrit de là jusqu'à là, jusqu'aux internal repeats, euh, les séquences inversées. Et là, et voilà. Et donc là, on va avoir un arrêt de la transcription. Le temps restant est d'une minute, moins d'une minute. Donc, si vous avez une autre question, allez-y.
Un cadre de lecture pour la personne qui n'a pas compris, c'est euh, c'est c'est la partie du matériel génétique du virus qui va être transcrite en ARN messager et qui sera traduite en une polyprotéine. À l'intérieur de cette partie, il n'y a pas de codon stop. Revoyez le cours sur la lecture du code génétique. Donc, quand on va avoir lecture de ce code génétique, quand on va avoir lecture de ce code génétique, il n'y aura pas d'arrêt de la transcription. Et ce qui dit transcription ARN va être traduction. On va avoir une polyprotéine correspondant à ce matériel génétique, codé par ce matériel génétique. C'est ça un cadre de lecture.